Bonsoir à tous, ça y est, nous y sommes. Nous sommes à 8 jours des élections européennes. Il était donc normal dans cette émission Les Incorrectibles que nous recevions justement une invitée politique, mais une invitée politique que nous recevons pour la première fois dans cette émission. On peut dire que c'est véritablement la révélation médiatique de ces dernières semaines puisqu'elle a décidé un petit peu au dernier moment quand même de s'engager dans cette campagne puisqu'elle est donc sur la liste du parti Reconquête. On est ravis de la recevoir. Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir Éric Morio. Je le disais, vous êtes membre du parti Reconquête, vous êtes, on le dit, la stratège en chef de ce parti. Vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Alors c'est la première fois qu'on vous reçoit donc sur cette banquette orange. Il y a une tradition dans cette émission, c'est que dans une première partie donc de cette émission, nous parlons d'abord un petit peu du parcours de l'invité. Donc si vous voulez bien, on va revenir un peu sur votre enfance. Tout d'abord, vous êtes né, vous me corrigez si je me trompe, en 1993 en Seine-Saint-Denis. Tout d'abord, une question assez simple. Qu'est-ce qu'il vous reste de votre enfance et quelles sont les origines sociales de vos parents, si ça n'est pas indiscret? C'est l'INSEE. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste de mon enfance? Tout. Mes parents sont toujours dans la même maison, toujours en Seine-Saint-Denis, donc j'y retourne tous les week-ends. Ce qui me donne, je dirais, une corde de rappel. Parfois un électrochoc quand j'y retourne. Donc c'est une fois par semaine que je me souviens de pourquoi on se bat chez Reconquête. Donc ce qui me reste, c'est ce quotidien que j'ai connu quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais une jeune fille. Ça a beaucoup changé, je dirais, de mon enfance à mon adolescence. Oui, ce que je disais, vous l'avez vu changer, ce département. Seine-Saint-Denis. Je l'ai vu évoluer. Moi, vous l'avez dit, je suis une enfant des années 90. Et dans les années 90, il y avait des journalistes, des hommes politiques qui avaient déjà compris ce qui était en train de se passer en France. Mais je dirais que moi, enfant, je ne l'ai pas tant ressenti avant un événement brutal qui est arrivé à ma famille quand j'avais 5 ans. Et puis après, tout au long de mon adolescence, je ne vais pas en parler en public, mais ce que je peux vous dire dessus, c'est que j'ai vu ce que c'était la violence de rue, la violence gratuite pour voler. Votre famille a été confrontée à cette violence. C'est ça. Et les conséquences dramatiques que ça peut avoir, parfois pour la vie, et l'impunité surtout. Et donc, moi j'avais 5 ans et je peux dire que cet événement, ça m'a donné une sorte de sentiment d'urgence, de prise de conscience. Qu'en France, une mère, une femme pouvait sortir dans la rue, risquer pour sa vie et qu'on pouvait ne pas punir parce que la personne qui a commis cet acte de violence dont je parle n'a jamais été punie, n'a jamais été même devant un tribunal. Donc il n'y a pas eu de jugement, etc. Et voilà, donc après pour le reste de mon enfance, donc une enfance heureuse, il n'y a pas eu que cet événement et je remercie le ciel de m'avoir fait naître dans la famille dans laquelle je suis née parce qu'on a réussi à surmonter tout ça. Mais je pense que pour les jeunes filles qui nous écoutent, qui vivent soit dans les banlieues françaises, soit malheureusement de plus en plus dans n'importe quel endroit de France, dans n'importe quelle métropole, dans n'importe quelle banlieue de métropole, et maintenant on le voit aussi depuis le drame de Crépol, y compris dans des villages. Pour toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, je pense qu'elles comprennent qu'il y a une sorte de hiatus entre leur vie qui peut être très joyeuse, leur vie familiale, leur vie amicale, leurs études, etc. et la crainte qu'elles ressentent en permanence dans leur quotidien, au moment de sortir, au moment de s'habiller, quand elles doivent rentrer dans un bus, quand elles doivent prendre le métro, quand elles doivent prendre le RER, quand elles doivent sortir le soir et rentrer toutes seules. On a vu, je crois, toutes, et les garçons aussi bien sûr, mais on a vu toute la situation se dégrader lentement. Alors quand on a un peu de moyens, on se dit on va plutôt prendre un Uber. Et puis après on entend que, y compris quand on prend un Uber, on n'est plus en sécurité finalement. Donc si vous voulez, tous ces sentiments-là, moi j'ai pas eu besoin de la politique pour les comprendre. Je les tire de ma jeunesse, de mon enfance en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est un laboratoire de ce que vous appelez le grand remplacement? Ah oui. Ouais, un laboratoire, c'est le mot. Malheureusement, parce que la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une enclave étrangère, mais la Seine-Saint-Denis, c'est le département qui abrite les tombeaux de nos rois. Quand on va à Saint-Denis, c'est très frappant. On a l'impression d'une césure dans le temps. On voit cette basilique, on s'imagine l'histoire qui repose au sein de ce monument,
et puis on tourne le regard et on voit ce qu'il y a à côté. J'ai travaillé à la sous-préfecture de Saint-Denis, donc c'est une ville que je connais bien. J'étais à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et on m'avait demandé d'aller appuyer la sous-préfecture. Et là, si vous voulez, moi, le souvenir que j'en ai, c'est des bandes de voyous qui ont entre 15 ans, 16 ans, 17 ans et qui fument du shit adossés à la sous-préfecture. Donc là, on voit la représentation de l'État est devant ces jeunes-là. Et à 2 minutes à pied, vous avez la basilique avec les tombeaux des rois de France et vous voyez à quel point... c'est symptomatique, vous l'avez dit, du grand remplacement. On a un endroit chargé d'histoire française millénaire et vous voyez en face, je vais vous dire, c'est même plus des Maghrébins, c'est-à-dire c'est même plus des gens qui parlent français. C'est l'anomie la plus totale. On a toutes les nationalités, des gens qui boivent de l'alcool, qui se plantent pour une toutes cigarette. Toutes les confessions aussi, vous êtes vous-même issu d'une famille de confession juive. C'est compliqué aujourd'hui d'être de confession juive en Seine-Saint-Denis ? C'est tellement compliqué que la plupart sont partis. Oui, bien sûr que c'est difficile. Depuis le 7 octobre, on en entend beaucoup parler. C'est des Français juifs qui doivent changer leur nom sur toutes leurs applications, qui enlèvent tout signe distinctif devant leur maison parce qu'ils ont peur que si un livreur arrive, il se fasse agresser. C'est oui, effectivement difficile en France de toute façon. Mais pourquoi ? Aujourd'hui, vous diriez que les Juifs sont en danger en France ? Que les Français sont tous en danger, pas que les Juifs. Thomas n'était pas juif, Lola n'était pas juive. Non, je pense que tous les Français sont en danger. Quand on dit, vous savez, chez Reconquête, on a parfois cité cette phrase, ce proverbe islamique qui dit « après le samedi, c'est le dimanche ». Le samedi, c'est le jour du Shabbat pour les Juifs. Le dimanche, c'est le jour saint dans la culture chrétienne. Et oui, pour les djihadistes, l'un va avec l'autre. Donc non, je ne dirais pas que seuls les Juifs sont en danger, mais effectivement, ils le sont. Et pourquoi ? Parce que chaque année, on importe des milliers d'antisémites. Quand vous accueillez chaque année 500 000 immigrés, dont une grande majorité vient de pays arabo-musulmans, et qu'on sait que dans la majeure partie des pays arabo-musulmans, vous avez un antisémitisme qui est systémique, comme disent nos amis de gauche, vraiment systémique, qui est culturel. C'est un phénomène qui est très documenté. Vous lisez Georges Bensoussan, typiquement, c'est un historien spécialiste du monde arabe et qui vous explique à quel point dans la culture musulmane, la haine du juif est très présente. Donc, si vous voulez, moi je trouve assez hypocrite et incohérent les grands discours du gouvernement sur leur volonté de protéger les Français de confession juive quand, au même moment, ils accueillent donc des milliers d'antisémites. Alors, on en revient un petit peu à vous et à vos brillantes études, puisqu'ils ne nous ramènent pas si loin en arrière, finalement, puisque vous n'avez que 31 ans, si je ne me trompe pas. Et merci, Eric Moyot. M'autorisez à le dire, quand même. Vous avez fait une classe préparatoire pour intégrer l'école normale supérieure, je crois. Quels souvenirs vous en gardez ? Des années d'apprentissage. Je crois que le modèle de la classe préparatoire à la française, c'est un modèle qu'il faut préserver. La préparation des concours, moi j'en garde un souvenir excellent. Je pense que c'est des moments où on se découvre soi-même, on découvre sa capacité de travail. Il y a beaucoup de compétitions, c'est des concours, pas des examens. Donc on sait qu'à la fin, certains dans la même classe ne seront pas pris, d'autres seront pris. Donc je dirais que c'est une grande école de rigueur, de sérieux, de discipline. Et c'est ce en quoi on croit chez Reconquête, c'est-à-dire le mérite, le travail, la rigueur. Nous, on croit que, en effet, donner des notes, c'est une bonne chose, que c'est très bien que les élèves, oui, se mettent la pression pour réussir, que non, il ne faut pas donner des gommettes et des autocollants aux élèves quand ils ont bien réussi un devoir. Donc, oui, le modèle de la classe préparatoire à la française, je pense que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup tiré, qui m'a beaucoup aidée pour la suite, en termes de mémorisation, de travail, etc. Ensuite, je suis allée à Sciences Po. Et oui, c'est ça. Après cette expérience, donc vous avez intégré Sciences Po, Paris, puis l'ENA en 2018. Tout d'abord, Sciences Po Paris, quels souvenirs vous en gardez ? Et puis alors, ça nous renvoie évidemment à l'actualité autour de Sciences Po aujourd'hui. Quel regard vous avez sur l'évolution de cette institution ? Un regard très, très, très inquiet. Sciences Po, quand j'y suis arrivée, donc c'était en 2014, j'étais la première de ma famille à non seulement à arriver à Sciences Po, mais même à présenter le concours, à oser le présenter. Donc en arrivant, j'étais
J'étais intimidée, j'étais fière, j'avais l'impression de rentrer dans l'école qui formait les futures élites, en tout cas tel que moi je le lisais dans les livres depuis mon adolescence. C'est une grande école, Sciences Po. Ça a été créé en 1870, ça a un objectif très noble. L'idée était de créer les conditions de formation d'une élite qui serait ensuite au service du peuple français. C'était une belle école au service du peuple, démocratique, justement par le concours, pour refuser la cooptation, pour refuser le piston. Une école qui avait l'ambition de recruter des gens de manière anonyme, donc avec des copies anonymes, un modèle auquel je crois beaucoup et qui est de plus en plus en train de s'effacer dans la majorité des concours, au profit de l'oral, des dossiers, du fait d'avoir un profil qui plaît. Si vous voulez, je vous en reparlerai parce que j'ai ensuite participé au jury d'admission de Sciences Po. Donc je comprends les critères de sélection et je vois à quel point ils ont changé et à quel point ils se sont éloignés de la méritocratie à la française telle qu'on en parle souvent. Et donc, Sciences Po, si vous voulez, j'en étais très fière. Et aujourd'hui, je peux pas vous dire que j'en suis fière. Quel regard vous avez sur Sciences Po aujourd'hui? Parce que on rappelle donc qu'il y a beaucoup de manifestations pro-Palestine qui s'y déroulent. Ça vous étonne, ça vous choque, ça vous indigne? Il n'y a pas que ça. Le sujet pro-palestinien, oui, ça a mis un éclairage honteux sur Sciences Po, parce qu'on se dit, mais comment un amphithéâtre historique qui s'appelait Émile Boutmy, une grande personnalité française, qui se fait renommer Gaza, et on interdit une étudiante juive d'entrer dans cet amphithéâtre. Donc oui, c'est choquant, ça a mis un coup de projecteur sur la situation actuelle de Sciences Po, mais c'est pire que ça. Je vous donne un exemple. Quand j'y étais, il y a tous les ans, une journée à Sciences Po qui s'appelle le Hijab Day. Hijab Day, donc c'est-à-dire que toutes les filles de Sciences Po, musulmanes ou pas musulmanes, doivent mettre un voile pour affirmer leur soutien aux femmes musulmanes qui portent le voile. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est fortement incité, ça s'appelle le Hijab Day. Vous arrivez à l'intérieur de Sciences Po, il y a ce grand hall d'accueil qu'on appelle la péniche, et là vous voyez toutes les filles en voile. Et donc, une fois par an, on fait ça. Et ça, c'est encore lieu Ah, ça a encore lieu. Une fois par an, vous avez toute une semaine qui s'appelle la Queer Week. Et donc la Queer Week, c'est de l'endoctrinement, on ne disait pas woke encore en 2015, mais c'est ça. C'est la théorie du genre, j'ose même pas vous dire... Et c'est quoi cette Queer Week? La Queer Week, c'est toutes les pratiques queer, trans, LGBT qui sont enseignées pour, disent-ils, inculquer la tolérance. Donc vous arrivez à Sciences Po, vous êtes là pour, apprendre du droit, des sciences humaines, de l'histoire, et là vous avez des préservatifs à l'entrée, c'est des salles qui sont réservées spécialement pour des ateliers, donc Sciences Po c'est ça aussi. C'est pas juste Rima Hassan avec ce drapeau palestinien. Sciences Po c'est, si vous voulez, une sorte d'antenne à Paris du pire de ce qui se fait dans les universités américaines. Donc ça fait quelques années, et je pense que beaucoup de gens ont vu un documentaire qui s'appelle Evergreen, sur une université américaine, et si ceux qui nous écoutent ne l'ont pas vu, je les invite vraiment à regarder ça parce qu'on voit l'avenir de l'université française, et malheureusement pour Sciences Po, le présent. Et donc, si vous voulez, Sciences Po, c'est devenu une sorte de chambre d'écho de ce qui se fait de pire aux États-Unis, qui arrive par Sciences Po dans le reste des universités françaises. Donc quand ça arrive à Sciences Po, on peut être sûr que 3-4 ans plus tard, ça arrivera dans toutes les autres universités. Et on avait encore des universités qui étaient protégées, on va dire, les universités de médecine, pharma, dentaire, des gens qui étaient encore un peu éloignés de cette politisation, de cet endoctrinement, et qui, d'année en année, ne sont plus du tout protégés, et qui ont été infiltrés, elles aussi, après les facs de sociologie, de sciences humaines, qui ont été les premières et même les initiatrices, elles ont été infiltrées, elles aussi, par ces mouvements étudiants très sectaires. J'étais, il y a peu de temps, en Alsace. Je faisais un meeting pour la campagne de Marion Maréchal près de Strasbourg. Et des jeunes filles sont venues me voir en me disant « Est-ce que vous avez des conseils pour nous pour changer de fac ? Parce qu'on est en psycho et on ne peut plus garder la tête haute quand on est des jeunes femmes de droite. C'est impossible. Les gens nous insultent, y compris alors que ce sont des femmes. Les gens nous insultent, on veut changer de filière parce que la psycho, d'après elle, est infiltrée par la gauche. Et ce qui est triste en réalité, c'est que toutes les filières sont en train d'être infiltrées. Donc il y a un véritable combat culturel à mener, des places à prendre. Je pense que les jeunes de droite sont trop réticents à s'engager dans des carrières universitaires. Ils s'imaginent que c'est un métier de gauche. Mais à force de penser ça, depuis 1968, c'est effectivement devenu des places fortes de la gauche, complètement lâchées par la droite. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire
que c'est aussi un moyen de défendre la France. Il y a plusieurs métiers dans lesquels je crois que la jeunesse, celle qui vous écoute, celle qui nous écoute chez Reconquête, que cette jeunesse doit se dire, il y a plusieurs manières de défendre la France. Alors nous, aujourd'hui, c'est via la politique. Éric Zemmour, pendant des années, ça a été via l'écriture, via la télévision, aujourd'hui via la politique, en plus de toutes les cordes à son arc. Mais je crois qu'il y a plusieurs manières de défendre ça. Et si je devais citer quelques exemples, je dirais qu'il y a non seulement, je l'ai dit, des carrières universitaires, devenir enseignant. Devenir enseignant, c'est défendre la France. Apprendre l'histoire de France à des enfants sans propagande, sans le roman noir et la repentance qu'on veut nous imposer, c'est aussi défendre la France. Devenir commissaire de police, c'est défendre la France. Passer le concours de l'ENA, passer le concours de la magistrature. Il y a une diversité de choses qu'on peut faire justement pour défendre ces idées. Et je crois que c'est important aujourd'hui que la jeunesse qui partage certaines de nos convictions se dise que les formes d'engagement sont très multiples et qu'il faut s'auto-censurer dans rien. Il ne faut pas se dire quand on est de droite, on n'a pas le droit de devenir juge. C'est pas vrai. Sinon, c'est le meilleur moyen de les laisser. De faire une petite parenthèse, on va y revenir tout à l'heure, mais justement, cette parenthèse à Sciences Po du débat qui évidemment monopolise toute l'actualité autour de la bande de Gaza. On avait vu Aymeric Caron justement qui s'était même déplacé pour apporter son soutien à ces manifestations de jeunes au sein de Sciences Po. On a vu cette passe d'armes mardi dernier, je suppose que vous l'avez vu aussi, dans les couloirs de l'Assemblée entre Meyer Habib et David Guiraud de LFI. J'ai envie de dire, quand on voit ceux qui sont censés donner l'exemple, ça dit quoi justement est-ce qu'il y a des sujets dont on peut plus débattre aujourd'hui? Est-ce qu'on a atteint un point Goldwyn, comme on dit? Est-ce que c'est pas finalement le lieu du débat? Les universités, on a toujours... Oui, je comprends. Vous avez raison, certaines personnes ne veulent plus débattre. Je vous donne un exemple. J'ai proposé un débat à Madame Rima Hassan, qui est la 7e sur la liste de Jean-Luc Mélenchon. Elle refuse tout débat. Il y a des gens, vous avez raison, qui sont tellement persuadés de détenir la vérité et d'être dans le camp du bien, qui ne veulent plus débattre. La séquence dont vous parlez est effectivement très, très choquante. On insulte un député de Port. On se dit en réalité que les membres de la France insoumise parfois ressemblent vraiment à des voyous. Et c'est à se demander si ils ne se disent pas on veut ressembler à notre électorat et qu'ils se font une image de leur électorat tellement racaille qui veulent devenir comme eux. Et je vous donne un exemple. Vous seriez pour la dissolution de la France insoumise? Il y a même des gens qui ont... Non, pas du tout. Moi, je vous dis, typiquement, il y a des gens qui sont sectaires et qui veulent pas de débat. Moi, je crois que malheureusement pour la France insoumise représente quelque chose. Malheureusement pour la France. Et j'allais vous citer un deuxième exemple de cette racaillisation de la France insoumise qui est arrivé à l'un des cadres de chez nous, Stanislas Rigaud, qui se fait insulter par Raquel Garrido et par Alexis Corbière à la fin d'un plateau, qui ont failli en venir aux mains. Un peu comme... un TPMP de Cyril Hanouna. Absolument, vous vous en souvenez. Mais qui l'ont insulté avec des insultes que je n'oserais même pas reproduire dans votre émission. Donc, d'une vulgarité immense. Et donc, je pense que, si vous voulez, ces gens-là sont habitués depuis Robespierre à couper des têtes. Ils ne débattent pas, ils guillotinent. Et nous, on n'est pas comme ça. On a une plus grande tradition, je crois, de liberté démocratique. Donc non, je ne suis pas du tout pour leur dissolution, je suis pour le débat contre eux, pour le fait de montrer que leurs idées sont ennemies de la France, sur tous les plans. On a beaucoup parlé chez Reconquête du grand remplacement, mais on pourrait aussi parler de leur programme économique qui coulerait la France. On aurait le FMI en France 6 mois après leur accession au pouvoir. Je crois vraiment que leurs idées, quelle que soit la partie de leur programme, quel que soit le bout par lequel on le prend, sont véritablement ennemis de la France. Mais malheureusement pour nous, ils représentent quelque chose. Et donc, moi, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas pour l'interdiction des ennemis politiques. Alors, je le disais, on a parlé de votre parcours. Bon, vous avez fait évidemment l'ENA ensuite, la Cour des comptes, donc un parcours absolument exceptionnel quand même en termes, on va dire, académiques. On en vient à votre engagement politique auprès d'Éric Zemmour, qui, on le rappelle, et dont vous êtes la compagne, hein, puisque c'est officiel, on peut le dire. Racontez-nous un petit peu, vous aviez des engagements politiques d'abord, avant Reconquête. Depuis quand vous considérez-vous, on va dire, engagé politique comme vous l'êtes aujourd'hui? C'est arrivé quand même assez tardivement? Je dirais que mon premier engagement politique, c'est un engagement souverainiste. C'est Henri Guénaud, oui, vous étiez... Avant de rencontrer Henri, c'était... avec quelques amis, on avait fondé une association à Sciences Po
qui s'appelle Critique de la raison européenne, qui existe encore, et qui était la première association souverainiste de Sciences Po. Il y avait 20 associations pro-Europe, européistes, et on est les premiers à avoir apporté un discours critique sur la construction européenne à Sciences Po. Donc je dirais que les prémices de mon engagement, c'est une bataille pour la souveraineté française. C'est, si vous voulez, moi, l'impression que j'avais, le sentiment que la politique me donnait, c'était d'être devenue inutile dans un pays où finalement, quel que soit le président, on arrivait à une situation où on entendait « mais ça, on peut rien faire ». Ça, on peut rien faire, la CEDH veut pas. Ça, on peut rien faire, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne nous en empêche. Ça, on peut rien faire, la Commission européenne a décidé que non. Et un pays où 80% des lois découlent de normes européennes. Donc moi, le sentiment que me donnait la politique, c'était le sentiment d'une grande inutilité, avec, si vous voulez, tous les attributs du pouvoir, les palais de la République, les voitures, les chauffeurs, etc. Mais finalement, pas de capacité d'exercer le pouvoir. Et c'est pour ça que mon premier engagement, justement, avait à cœur, et je l'ai toujours, de rendre le pouvoir à la politique et donc de rendre le pouvoir au peuple français. Et aujourd'hui, j'ai trouvé, avec Reconquête, avec la création de ce parti aux côtés d'Éric, j'ai trouvé, je crois, l'outil pour nous permettre de recouvrer notre souveraineté, pour nous permettre de rendre le pouvoir, de rendre la parole au peuple français. Je crois qu'on a des solutions, si vous voulez, on en parlera plus en détail, mais je crois qu'on a des solutions concrètes, facilement applicables, qui méritent pas de révolution, de guerre civile, ni rien de tout ça. Je vous prends un exemple, la modification de l'article 55 de la Constitution. C'est un trait de plume et ça changerait énormément de choses pour nous redonner nos marges de manœuvre. L'article 55 de la Constitution, c'est celui qui explique, qui dispose que les traités sont supérieurs aux lois. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir dire que les lois qui seront votées après la signature d'un traité primeront sur les traités. Ce qui signifie que le dernier mot doit toujours revenir à l'Assemblée nationale et donc au peuple français. Et cette seule mesure, qui peut paraître très simple, il faut ajouter 3 mots dans un article de Constitution, cette simple mesure nous rendrait toutes nos marges de manœuvre et empêcherait les juges aujourd'hui, les juges administratifs, les juges judiciaires, de venir à chaque fois censurer des lois au motif qu'un texte européen va contre ça. C'est-à-dire que ce sont des juges qui aujourd'hui peuvent nous empêcher, pour prendre un exemple concret, d'expulser un djihadiste en nous disant que son expulsion ne respecterait pas la CEDH. Enfin, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on a des textes européens, des jurisprudences européennes que le peuple français n'a jamais validées, pour lesquelles il n'a jamais voté, évidemment, et qui viennent nous empêcher de faire respecter notre propre sécurité. Et ça, c'est un scandale démocratique. C'est un scandale démocratique, surtout quand on sait qu'en en-tête de tous les jugements, on a une justice qui rend la justice au nom du peuple français. Et rendre cette justice-là en son nom, je trouve que c'est une honte bien souvent. Alors, Sarah Knafo, je le disais justement en introduction de cette émission, je vous ai même qualifié de révélation médiatique parce que c'est vrai qu'on vous a vu apparaître au cours de cette campagne. Mais justement, après avoir été la conseillère dite de l'ombre, je disais la stratège en chef de Reconquête, vous êtes donc devenue une figure politique de premier plan en intégrant cette fois la liste de Marion Maréchal. J'aimerais un peu comprendre, c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis longtemps. Pourquoi vous avez choisi cette élection ? Racontez-nous un petit peu, parce que ça a surpris pas mal de monde que vous décidiez comme ça de vous lancer. Ça vous a surpris ? Un petit peu, oui. Moi, je pensais que vous étiez décidé à rester dans l'ombre. Au contraire, si vous aviez voulu rentrer dans la lumière, vous auriez peut-être pris la tête de cette liste. Vous avez choisi finalement que ce soit, avec Éric Zemmour, c'est Marion Maréchal qui porte cette liste. Beaucoup interprétaient ça comme une forme de soutien, de rescousse. Comment vous nous expliquez ? Comment c'est arrivé que vous décidiez de soutien, être sur cette liste ? Assurément, oui, bien sûr. Je soutiens toute l'équipe. Je soutiens ce parti auquel je tiens, qu'on a créé avec Éric. On ne va pas faire langue de bois, qu'il y a une sorte de rivalité entre femmes qu'on essaie de créer médiatiquement. Médiatiquement. Vous avez raison, que les gens essayent de créer médiatiquement, mais je pense qu'on ne donne vraiment pas de prise et qu'au-delà du bruit médiatique, il y a pas... Vous lui faites pas de l'ombre à Marion Maréchal en prenant justement autant d'implication dans cette campagne ? Marion m'a demandé d'être candidate. C'est elle qui m'a proposé d'être sur cette liste, c'est elle qui m'a demandé de venir dans les médias pour défendre sa candidature. Je le fais avec
beaucoup, si vous voulez, d'engagement. Je suis très contente de le faire parce que je crois que les idées qu'on défend sont les meilleures. Et ce sont des idées qu'on défend tous chez Reconquête, pas seulement Marion et moi. Comment vous entendez avec Marion Maréchal? C'est un sujet qui préoccupe pas mal de moi, gens. Si vous voulez, j'avais dit ça et ça avait surpris, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, mes premiers souvenirs politiques, il y a Marion Maréchal dans ses premiers souvenirs politiques. Moi, j'étais en terminale quand j'ai vu cette jeune femme de 22 ans, plus jeune députée française, entrer au Parlement et défendre avec panache, avec courage ses convictions. Je me souviens de ses discours, je regardais tout ça. Je vous ai dit, j'étais en train de passer mon bac et voilà, j'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'elle a fait à ce moment. Et plus récemment encore, elle a fait un geste qu'il ne faut pas minimiser. Elle a soutenu Éric en 2022, en pleine campagne présidentielle, alors même que sa tante était candidate. Ça aussi, c'est un acte de courage. Je pense que ça montre que Marion, c'est une femme de conviction, qui est même prête à soutenir une initiative politique en dehors de sa famille, justement parce que c'est la seule qui défend ses convictions. Marion, elle se sentait pas du tout représentée au RN. Il y avait énormément de tensions tous les jours. Il y a beaucoup de ces combats, notamment conservateurs ou économiques ou sur l'union des droites, qui étaient totalement méprisés par la direction du Rassemblement national. Et donc, elle a fait le choix de les quitter. Et moi, ça, je trouve ça vraiment extrêmement courageux. Ensuite, vous m'interrogiez sur moi et pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision. Pourquoi maintenant ? Rentrer dans la lumière, quoi. Je comprends très bien. J'avais effectivement fait le choix de rester dans l'ombre. De vous effacer derrière Éric Zemmour. C'est ça, au moment de la campagne présidentielle, parce que, d'une part, j'avais énormément d'autres missions. Si vous voulez, quand on a commencé la campagne présidentielle, on était 4, 5. Ensuite, c'est monté. Mais voilà, moi, j'avais à charge de recruter tout le monde, de créer un parti de toutes pièces et je remercie tous les cadres et tous les militants qui le font vivre tous les jours, mais qui est devenu le premier parti de France alors qu'il est sorti de nulle part. On a dû mener de front la création d'un parti, ex nihilo, une campagne présidentielle au même moment. Et donc, si vous voulez, moi, avec tout ça, je me disais, mon rôle, c'est de coordonner, de structurer, de réfléchir, pas de prendre la lumière, pas de donner l'impression qu'on y allait en duo, vous voyez ce que je veux dire ? L'élection présidentielle en France, c'est quelque chose d'essentiel. Je vois que certains veulent jouer des duos, des tickets, etc. Mais je pense que la France, c'est classique de dire ça, mais c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ouais, par exemple. Vous croyez pas à ce duo ? Non, mais ça ressemble aux États-Unis. On élit le président avec son vice-président. Je crois que la France, c'est ce que j'allais dire, c'est quelque chose d'assez classique, mais c'est un vieux pays monarchique qui se cherche un chef à sa tête. On a parfois parlé de l'homme providentiel. Vous savez, Éric qui sur les marchés, les gens lui disaient « sauvez-nous ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas du tout l'élection d'un couple, c'était pas l'élection d'une équipe. L'élection présidentielle en France, c'est l'élection d'un homme. Et je pense que par rapport à l'élection présidentielle, une chose fondamentale a changé, c'est que là, on est dans les élections européennes et que les élections européennes sont précisément l'élection d'une équipe. Ce qu'on propose aux Français aujourd'hui, d'ailleurs Éric Zemmour dans laquelle il n'a pas choisi de s'engager. Enfin, si, il est 80e sur la liste. Oui, mais enfin, donc position non éligible, avec tout le respect. Bien sûr, parce qu'il a fait confiance à Marion. Il lui a donné son entière confiance. C'est pas une erreur, ça, de ne pas avoir porté lui-même le combat de ces européennes, parce qu'on le voit dans les sondages. Pareil, on est à 8 jours, je le disais, de ces élections. Bon, vous êtes à 6, 6,5, 7 pour les meilleurs. Vous n'avez pas peur, justement, d'être à la limite de ces 5% qui vous permettraient d'avoir des élus Je serais arrogante si je vous disais non, j'ai pas peur. Pendant que Jordan Bardella, lui, est à 35. Mais je pense qu'on a un discours qui est commun à Éric comme à Marion, qu'on a un discours unique dans la vie politique française, un discours qui n'est porté par personne d'autre. Pas par nos concurrents de droite. Je pense que, si vous voulez, on essaye, en tout cas, chez Reconquête, de réconcilier le souverainisme dont je vous ai parlé avec des gens qu'on peut appeler des identitaires. Donc, moi, je dirais que ce sont mes deux engagements. Le premier, je vous l'ai dit, c'est le souverainisme. Ensuite, je dirais que tout au long des dernières années qui se sont écoulées, il y a eu énormément d'événements en France qui m'ont fait reconsidérer
le souverainisme en tant que moyen et plus en tant qu'objectif. Quand j'étais à Critique de la raison européenne, on en parlait tout à l'heure, quand j'étais à Sciences Po, on était avec des gens qui ne pensaient pas forcément la même chose sur ce qu'on ferait une fois au pouvoir. C'était tous des gens qui voulaient retrouver la souveraineté française, mais il y avait même des gens qui aujourd'hui sont chez LFI, vous voyez ? Et pour moi, maintenant, LFI, ce sont nos ennemis. Donc je ne me dirais pas, il faut s'allier parce qu'ils sont souverainistes. Pas du tout. Aujourd'hui, ce que j'ai reconsidéré, c'est que le souverainisme était devenu un moyen et non pas une fin en soi. Et que la fin en soi, c'était de protéger la France telle qu'on l'aime, de la transmettre, de la revoir puissante. C'est plutôt ça la fin. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose quand on est souverainiste, c'est la souveraineté, mais pourquoi faire ? Et le pourquoi faire, je crois que le combat culturel, identitaire, le combat culturel identitaire qu'on porte répond au pourquoi faire. La souveraineté, pourquoi ? Vous savez, le général de Gaulle, quand il écrit ses mémoires, il dit « Je me suis longtemps fait une certaine idée de la France ». Il ne dit pas « Je me suis longtemps fait une certaine idée de la souveraineté française ». Ce qu'on défend, c'est la France. Et pour défendre la France, je serais 1000 fois d'accord avec un Dupont-Aignan, avec tous ceux que j'ai pu voir passer dans votre émission et que je trouve passionnants, je serais 1000 fois d'accord pour dire qu'il faut absolument retrouver notre souveraineté. Donc aujourd'hui, je vous disais, chez Reconquête, on défend un discours unique. Mais vous n'êtes pas pour le Frexit, vous, à la différence de certains. Je ne suis pas pour le Frexit parce que je pense qu'il y a d'autres solutions. Et si vous voulez, ce qui me gêne un peu dans le Frexit, que je considère comme une option pas du tout loufoque et pas du tout hors de propos, je considère aussi que bien souvent, les Frexiteurs sont des gens particulièrement intelligents, informés, cultivés, qui creusent les sujets, etc. Donc je n'ai aucun mépris pour cette famille de pensée. Mais ce que je considère, c'est que bien souvent, il y a une sorte de fétichisme des traités chez les Frexiteurs, c'est-à-dire qu'on a l'impression, pour eux, un texte de droit, c'est quelque chose d'immuable qui ne se change pas, qui doit être respecté en toutes circonstances et quel que soit le caractère exceptionnel. Et moi, je n'ai pas vraiment cette vision du droit. Pour moi, le droit, c'est le fruit d'un rapport de force. Pourtant, j'adore le droit, j'aime le droit public, je l'enseigne, etc. Donc, ma vision du droit, c'est le fruit d'un rapport de force, le fruit d'une négociation. Et si vous voulez, je pense que le droit, c'est pas ce qui doit dicter la vie démocratique, mais que le droit est le fruit du consensus démocratique. Et donc, ça se change. Pourquoi je vous dis ça ? Le général de Gaulle, quand il décide de faire la politique de la chaise vide, il se dit « je vais les faire plier ». On va engager un rapport de force. Il ne se dit pas « je vais sortir de tout et c'est fini ». Donc moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on peut les faire plier. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples de choses qu'on peut faire sans avoir besoin de sortir de l'Union européenne. Typiquement, je vous prends l'exemple du regroupement familial. La France a les conditions les plus laxistes de tous les pays d'Europe sur le regroupement familial. Et pourtant, certains nous disent « si vous voulez revenir sur le regroupement familial, ce sera contraire à la CEDH ». Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est les seuls à être aussi laxistes ? Même exemple sur l'AME. On nous dit « si vous voulez supprimer l'AME, ce sera contraire au droit européen ». Très bien, mais pourquoi est-ce qu'on est quasiment seul à avoir un dispositif comme l'AME ? Vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça, sur lesquels je considère qu'on n'a pas besoin de faire une révolution aussi importante, parce qu'on a d'autres leviers, d'autres moyens, le rapport de force, le fait de changer nos lois de manière unilatérale et de dire c'est comme ça. On considère que les intérêts vitaux de la France sont menacés, donc on dit à l'Europe, on est prêt à engager une réforme des traités, on est lucide, on sait que ça prend du temps, on vous prévient que dans l'intervalle, on ne respectera plus. Et de dire clairement à la Commission européenne, la balle est dans votre camp. On veut bien respecter la crédibilité, la signature de la France, on vous demande donc de renégocier, mais dans l'intervalle de cette renégociation, si vous voulez traîner, nous on vous dit qu'on ne respectera plus. Et je considère que nos intérêts vitaux, il y en a plusieurs, c'est des intérêts industriels, des intérêts énergétiques, et évidemment l'immigration et l'islamisation du pays, que je considère comme vitaux et sur lesquels il est urgent de ne plus respecter les règles qui nous en servent. Alors justement, revenons à ces élections européennes, c'est dans 8 jours, je le disais, c'est un moment décisif pour Reconquête, vous allez nous dire pourquoi. D'abord, quelques questions assez simples. Quel score vous espérez faire ? Quel est l'intérêt pour vous d'avoir des députés au Parlement européen ? Et qu'est-ce qui se passe si, justement, Reconquête n'atteint pas ses objectifs et ses 5%? Est-ce que c'est la fin du parti ? Voilà. Alors, sur votre dernière question, je vous propose de ne pas vous répondre parce que je n'y réfléchirai que le 10 juin. Là, je vais me focaliser pour qu'on fasse le score le plus haut possible. Donc, un objectif, c'est quoi le score le plus haut possible. Moi, je vois que 67% des Français croient au grand remplacement.
Donc je dis à ces 67%, nous sommes les seuls à vouloir lutter contre le grand remplacement et à y croire. Voilà, donc 67%, ça m'irait très bien. Et alors l'intérêt d'avoir des députés Reconquête au Parlement, c'est quoi ? Je pense qu'il y a plusieurs intérêts. D'abord, les députés de Reconquête seront, je crois, les plus travailleurs. Il n'y aura pas d'absentéisme chez Reconquête. On a beaucoup vu des députés qui se trouvaient... Vous visez qui, là ? À peu près toute la classe politique, le Rassemblement national. Apolline de Malherbe a beaucoup a accroché Jordan Bardella là-dessus, sur justement le peu d'amendements qui avaient été... C'est vrai, je suis triste de dire qu'Apolline de Malherbe avait raison, mais force est de constater que le RN est arrivé en tête en 2014, lors des élections européennes de 2014, et en 2019. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'on a l'impression que l'Europe de von der Leyen a reculé d'1 millimètre ? Est-ce qu'on a l'impression que l'islamisation du continent s'est ralentie ? Je crois qu'elle s'est plutôt accélérée. Est-ce qu'on a l'impression qu'une seule de nos idées a pu avancer d'un iota depuis qu'ils sont arrivés premiers aux élections européennes ? Je ne crois pas du tout. Donc aujourd'hui, qui peut croire que donner 4 ou 5 députés supplémentaires au Rassemblement national changera les choses ? Moi, je n'ai pas envie que les gens soient déçus. Donc je leur dis, aujourd'hui, on a un Jordan Bardella qui fait croire aux Français que cette élection, c'est un référendum pour ou contre Macron. Et oui, c'est ça, parce qu'il y a la notion de vote utile. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, dont vous avez sans doute été victime lors de la dernière présidentielle, qui se disent, voilà, on a envie de donner une raclée électorale à Macron, et que dans ce cas, il vaut mieux voter... C'est à ces gens-là que je veux parler. C'est à ces gens-là que je veux parler, parce que moi, j'ai pas envie qu'ils se réveillent le 10 juin au matin et qu'ils soient amèrement déçus en se disant, mais on nous a menti. Bardella nous a menti, c'était truqué. Parce que Jordan Bardella fait croire que si il arrive avec 100 000 points d'écart avec Valérie Hayé, soudain, ça va changer quelque chose à nos vies. Et moi, je dis aux gens, ça ne va rien changer. Vraiment, faites-nous confiance, ça ne va rien changer. Le lendemain, Emmanuel Macron sera toujours là. Il va dormir sur ses 2 oreilles. Il va continuer d'accueillir 500 000 immigrés par an. Il va continuer d'endetter notre pays de 400 millions d'euros par jour. Il va continuer, il ne bougera pas une oreille. Dès le 10 juin, vous verrez, il sera en train de célébrer une commémoration du débarquement. Il pensera à autre chose. Gabriel Attal sera en déplacement. Et tout le monde fera comme si rien ne s'était passé. Donc quand Bardella dit vivement le 9 juin, pour moi ça veut tout dire. Pour lui, sa victoire s'arrête au soir du 9 juin. Il va gagner ses quelques députés, il va faire la fête et fin de l'histoire. Et nous, chez Reconquête, et donc je réponds à votre question, nous on ne dit pas vivement le 9 juin. On dit vivement le lendemain pour qu'on se mette au travail. Vivement le lendemain pour qu'on arrive au Parlement européen et qu'on se mette à défendre les intérêts des Français. Vivement qu'on aille découvrir tout ce que Bruxelles nous cache, tout ce que les Français ne savent pas, et vivement qu'on aille expliquer aux Français tout ce qui se passe dans les alcôves de Bruxelles, tous les abandons de souveraineté qu'on peut faire, tous les financements woke qui peuvent être offerts aux universités, aux associations, etc. Vivement qu'on aille leur expliquer comment est-ce que nos intérêts nucléaires sont mis à mal au sein de l'Union européenne, notamment par les lobbies environnementaux, et donc vivement qu'on travaille. Nous, notre objectif, c'est pas le 9 juin au soir de nous dire super, on est 7, 8, 9, 10, je sais pas, le maximum j'espère, et voilà, on a des salaires, on a des carrières, pas du tout. Moi, un salaire, je l'avais déjà, j'étais très bien dans l'administration, c'était passionnant, une carrière, je l'avais déjà, c'est pas mon objectif. Là, mon objectif, c'est d'aller défendre, au sein du Parlement européen, un vrai plan de libération des Européens. Et cette libération des Européens, je dirais qu'elle repose sur 4 piliers. Le premier, c'est qu'on veut libérer les Européens de l'immigration et de l'islamisation du continent. Le deuxième, c'est la libération de l'économie européenne, de la tyrannie réglementaire, des lobbies dont je vous parlais, les lobbies environnementaux qui viennent nous imposer chaque année à nos agriculteurs, à nos industriels, des normes extravagantes, toujours plus lourdes, qui changent tous les ans. Le troisième, c'est la libération du continent européen de l'endoctrinement et de la propagande woke. Et l'autre, je vous en ai beaucoup parlé, c'est la libération des nations européennes de cette tyrannie de la Commission européenne, de cette tyrannie des juridictions européennes, sujet dont on ne parle pas assez, je trouve, dans cette élection, mais qui est pourtant majeur. Et je vous ai expliqué comment est-ce que je pense qu'on peut y remédier. Votre premier objectif, justement, je vous ai écouté attentivement, c'est quoi ? C'est défendre la France ou défendre la civilisation occidentale ? Parce que vous êtes un peu les seuls. Marine Le Pen n'a jamais parlé de guerre de civilisation. Très juste. Nous, notre objectif, c'est la France en premier, évidemment. C'est la France en premier, et je dirais qu'il y a une prise de conscience. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aimerais réconcilier les souverainistes et les identitaires. La prise de conscience que j'ai eue... Qu'est-ce que vous répondez d'ailleurs aux attaques de Michel Onfray, qui vous reproche parfois d'avoir abandonné le souverainisme ?
je ne l'ai pas entendu dire ça. Moi, je l'ai entendu dire qu'on n'avait pas eu de bras gauche, mais je ne l'ai pas entendu parler de l'abandon du souverainisme. Je pense qu'il nous reconnaît un souverainisme sincère quand même. Enfin, j'ose espérer, en tout cas, je trouverais injuste de nous le reprocher. Il faut regarder notre programme. Je crois qu'on est les seuls à proposer la suppression de la Commission européenne, la sortie de la CEDH. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas réalisable ce que vous proposez là. Je peux leur prouver quand ils veulent que c'est réalisable. Toutes ces politiques que vous proposez, elles ne peuvent pas être mises en œuvre dans le cadre justement de l'Union européenne. Je vous ai expliqué ce que j'en pense. Et je trouve que cette manière de penser, c'est un fétichisme du droit existant. Moi, je ne pense pas dans ces termes, je ne pense pas dans ce cadre. Moi, je vois le droit comme le fruit d'un rapport de force. Vous êtes une spécialiste du droit, justement, ça se respecte. Exactement. Quand même, le droit. Mais c'est ce que je viens de vous dire, le droit. Je le respecte tellement que je sais comment il est fabriqué. Il est fabriqué par le fait d'un rapport de force, d'une négociation. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Il y a une commission du Conseil de l'Europe qui s'appelle la Commission de Venise et qui a pour devise « La démocratie par le droit ». C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée idéologique de cette phrase, « La démocratie par le droit ». Donc pour ces gens, la démocratie, c'est le fruit de normes, d'un réseau de contraintes, d'un réseau d'institutions. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. Je dirais plutôt que pour moi, c'est le droit par la démocratie. Et la démocratie, c'est par le vote, par le peuple qui vient voter, qui vient apporter sa voix. Vous voyez, c'est tout le contraire. C'est une vision qui est presque très technocratique de la vie en société. Le droit, ça vient justement être le fruit d'un consensus de la société, d'un consensus démocratique. C'est pas le contraire. C'est pas la société qui doit se plier au droit, alors même que le droit ne respecte même pas les premiers principes de sa survie. C'est pour ça que j'ai un désaccord avec ce fétichisme juridique que je ne partage pas, tout en respectant évidemment le droit. J'étais en train de vous répondre sur autre chose. Oui, non. Sur la volonté de réconcilier les souverainistes avec les identitaires. Si vous voulez, la prise de conscience que j'ai eue depuis les années 2015, où j'étais, je dirais, exclusivement souverainiste, c'est finalement qu'on était, nous les nations européennes, menacées par les mêmes maux. Alors même que nos intérêts nationaux peuvent parfois diverger. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus tellement européens qu'ils en oublient que la France et l'Allemagne ont des intérêts divergents. Que la France, c'est pas la Lettonie, que la France, c'est pas non plus l'Italie. Donc on a des nations, ces nations gardent leurs intérêts, et pour moi, ce sera toujours premier. Il faudra toujours défendre les intérêts de la France en premier. Mais vous avez raison, il y a une prise de conscience civilisationnelle en se rendant compte que nos ennemis étaient bien souvent que nos dangers étaient bien souvent similaires. Et si je peux vous faire un parallèle, chez les marxistes, on dit souvent que parfois dans l'histoire, il y a des moments de prise de conscience de classe, où soudain le prolétariat prend conscience, par exemple, qu'il est une classe à part entière. Et le plus souvent, ça arrive quand on est menacé par un même danger. Et alors là, qu'est-ce qui a pu me faire prendre conscience ? Moi, je dirais à ceux qui nous écoutent, allez en Belgique, allez à Bruxelles, allez à Berlin, allez à Cologne. Et donc moi, ce que je dis, c'est oui, l'Allemagne, il faut s'opposer à elle quand elle nuit à nos intérêts, notamment industriels, notamment nucléaires, en permanence. Bien sûr, il faut s'opposer à elle. Mais pour autant, j'ai pas envie de vivre dans un monde où Berlin devient une ville turque. Et j'ai pas non plus envie de vivre dans un monde où à Cologne, des femmes se font violer. J'ai pas envie de vivre dans un monde où, à Bruxelles, on mange plus de kebab que de frites. On n'écoute plus Jacques Brel, mais le chant du muezzin. J'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Et si vous voulez, c'est ça, je dirais, l'évolution qu'ont connue un certain nombre de jeunes, les gens de ma génération, des gens plus jeunes, etc., depuis les années 2015. C'est la prise de conscience, notamment depuis les attentats et depuis le fait que l'Europe change de visage, mais à vitesse grand V. Ça s'accélère. Vous allez à Londres aujourd'hui, vous allez à 5 minutes de la City, dans un quartier qui s'appelle Whitechapel, vous n'avez pas plus l'impression d'être en Europe. C'est au Pakistan. Et ça, c'est très choquant pour des Européens. Donc, oui, il y a une prise de conscience du fait d'être européen. Et pour conclure sur cette question, je dirais qu'il faut se rappeler de ce qu'avait dit le général de Gaulle. Je suis français, donc européen. Et donc, voilà, je pense exactement ça. Sarah Knafo, vous êtes, on l'a dit, l'une des plus proches conseillères d'Éric Zemmour, et pour cause, puisque vous êtes aussi sa compagne, on l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'avenir d'Éric Zemmour se joue peut-être à ces élections européennes. Comment vous voyez l'après européenne pour Éric Zemmour ? D'abord,
Comment va-t-il depuis cet échec de la présidentielle? Vous étiez, beaucoup ont dit, peut-être à l'origine même de son engagement politique. C'était vrai ça ou pas? Ou Non, est-ce que vous l'avez... non, je dirais pas que j'étais à l'origine. Je pense que c'est un long cheminement. Il y a beaucoup d'autres gens qui l'entouraient, lui disaient d'y aller. Comment vous avez vécu cette campagne de 2022 avec le recul, justement, cette défaite? Et d'abord, est-ce qu'elle vous a choqué, l'ampleur de cette défaite? Est-ce qu'au contraire, vous dites que parti de rien, finalement, c'était quand même pas mal ce que vous avez réussi à faire? C'est une bonne question, parce que vous avez répondu vous-même. Je dirais que passer de 20 dans les sondages à 7, c'est un coup dur, et donc on se dit c'est une défaite. Mais passer de 0 à 7 en partant de rien, personne ne peut dire que c'est une défaite. Il y a peu d'analystes politiques qui diraient que cette élection, que cette campagne fut un échec. C'est-à-dire que je pense qu'il est admis par tous que c'est le seul qui a fait une véritable campagne, que c'est le seul qui a fait l'actualité en France pendant les 9 mois qu'ont duré cette campagne. Je pense sincèrement qu'on a fait avancer des sujets dans le débat public avec une force, une puissance de frappe et une vitesse que certains partis n'ont pas réussi à faire en 50 ans. On a réussi en 2 mois, septembre-octobre, à imposer le terme du grand remplacement, à tel point qu'aujourd'hui, je peux être sur un plateau, sur n'importe quelle chaîne, y compris du service public, et dire le mot grand remplacement sans même qu'on m'interroge dessus. C'est devenu admis, c'est devenu, si vous voulez, quelque chose de... Ça n'est plus un gros mot. Ça n'est plus un gros mot, et je pense que c'est grâce à Éric Zemmour. On peut dire que cette campagne de 2022 a fait avancer à vitesse grand V une majorité de nos idées. Alors maintenant, politiquement. Donc ça, c'est une grande fierté d'avoir fait ça. Voilà, à titre personnel, je pense que c'était l'une des périodes les plus intenses de ma vie pour 1000 raisons, parce que j'ai beaucoup appris sur moi-même, parce que j'ai beaucoup appris sur la vie politique française. Vous avez fait des erreurs, vous connaissez des erreurs? Bien sûr, évidemment. C'était la première fois. On n'est pas des politiques de carrière, donc... Pour Éric, c'était la première fois. Pour moi, c'était la première fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, on a parlé de cette passe d'armes qui est édifiante, qui a eu lieu donc cette semaine, c'était mardi dernier à l'Assemblée nationale. Justement, c'était intéressant parce que je vous écoutais vous indigner, à mon sens, à juste titre, parce que franchement, quand on voit ce qui s'est passé, j'ai même tweeté cette semaine, Assemblée nationale, France 2024, enfin, on se croit dans les pires heures des débats, même entre députés en Italie. Je me souviens de ces passes d'armes. Enfin, là, c'était dans les couloirs, mais bon. La liberté d'expression, ça a quand même du sens, notamment encore plus pour Éric Zemmour, qui a été Absolument. Même judiciairement beaucoup empêché ou embêté sur ces questions-là. Est-ce que justement, c'est pas un peu étonnant de vous entendre vous indigner justement de ce débat entre, je disais, David Guiraud et Meyer Habib, quand Éric Zemmour a parfois eu des outrances, en tout cas beaucoup l'ont interprété comme ça. Est-ce que vous regrettez pas justement qu'il y ait eu ces outrances? Est-ce que c'était pesé? Est-ce que c'était finalement, est-ce que c'est regretté aujourd'hui? Il y a plein de choses. Alors d'abord, c'est pas parce que David Guiraud a décidé d'être une racaille que je veux qu'il ait un procès et qu'il finisse en prison pour ça. Donc je judiciariserai pas son attitude. Je dis que oui, un député de la République française qui dit sale porc et qui en vient en main avec un autre... Meyer Habib, ouais, avec un autre député, bon, on peut espérer mieux. On peut espérer mieux qu'un député comme Louis Boyard qui assume sur un plateau qu'il a été un ancien trafiquant de drogue. Voilà, on peut espérer mieux. Mais une fois que j'ai dit ça, est-ce que nous, c'était pesé, etc. Pas du tout. D'ailleurs, dans son livre où il revient sur la campagne présidentielle, il dit que ce sont des gestes qu'il regrette. Des gestes pas du tout pesés. Je ne sais pas duquel vous voulez parler. Il y a eu deux. Il y en a eu deux des événements pendant la campagne où effectivement harcelé, etc. Il a pu, je dirais, répondre à un membre d'un mouvement antifasciste qui l'insultait. Et c'est pas du tout quelque chose dont il est fier. Donc non, évidemment que c'était ni pesé, ni... Et quand il est prêt à partir, comme on l'a vu encore récemment, en Corse notamment, ça dit quoi justement de cette ambiance qui règne autour d'Éric Zemmour? Est-ce que c'est lui qui est pas un peu responsable de ces... Parce que non, pas vous. Non, mais moi je vous pose la question. Non, mais justement, non, moi je vous dis pas vous, puisque vous savez très bien que justement j'avais eu l'occasion de m'en émouvoir aussi. Est-ce que malgré tout... Oui, non, là, en revanche, ça dit quelque chose de différent. Ça dit à quel point
à quel point il est menacé. Il est l'une des personnalités les plus menacées de France aujourd'hui. Oui, non, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de gens, et parmi d'ailleurs des gens qu'on connaît tous les deux, on va pas se mentir, beaucoup de gens ont dit que le rôle malgré tout d'un homme politique, c'est de garder en toutes circonstances son sang-froid. Et le rôle d'un homme, justement, là, vous allez dire, il n'est pas comme les autres. Et le rôle d'un homme, c'est d'abord de rester en vie, surtout dans l'époque où on vit. Donc j'espère que les Français qui nous écoutent, si un jour quelqu'un vient leur mettre un coup par derrière, dans la tête, ne baisseront pas les bras et les yeux en se disant il ne faut pas que je réponde, c'est mon rôle, etc. D'abord la survie. Et quelqu'un comme Éric Zemmour qui est menacé par des djihadistes et qui doit être protégé toute la journée par des policiers, quand quelqu'un vient le frapper à l'arrière de son crâne, il ne sait pas si ça ne va pas être un couteau. Non, ça, je pense que l'exemplarité première, c'est de ne pas baisser les yeux et de ne pas se laisser faire. Et je ne sais pas si vous avez dû entendre l'affaire de Mathis, par exemple. Mathis, c'est un garçon très jeune qui s'est défendu. Il s'est défendu et malheureusement, cet Afghan a réussi à l'assassiner avec 42 coups de couteau, si ma mémoire est bonne. Et Mathis a tenté de se défendre. Et je crois que c'est un exemple pour tous les autres Français. Donc non, la légitime défense, c'est protégé par le code pénal. Il s'agit pas, enfin c'est pas le Far West, vous voyez ce que je veux dire? C'est une disposition du code pénal. Donc voilà, quelqu'un l'agresse, il s'en défend parce qu'il ne sait pas si sa vie est menacée. Enfin là, en l'occurrence, c'est aussi sa protection rapprochée qui peut être mise à un moment donné un peu en question, parce que si quelqu'un peut s'approcher aussi de manière aussi proche de lui, ça pose des questions quand même aussi. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il enquêtait sur cette question, donc on attend. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que c'est intéressant, cette année, c'est aussi ça échappait à personne, ce sera aussi l'élection présidentielle aux États-Unis. Et justement, voilà, je dirais que j'abonde un petit peu dans votre sens. Éric Zemmour, Donald Trump, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une comparaison qui peut être faite entre ces deux hommes politiques qui sont différents, on va dire, des hommes politiques classiques qu'on voit Oui, je comprends. Je dirais que ce qui les fait se ressembler, c'est d'abord, je dirais, le fait de vouloir parler au peuple directement. Le fait d'avoir compris que les médias traditionnels, les canaux de transmission traditionnels étaient parfois biaisés, qu'ils pouvaient détruire une image, malmener l'image d'un homme, etc. Alors que quand on s'adresse au peuple directement, il y a une forme de lucidité des gens, quelle que soit leur catégorie sociale, une grande lucidité du peuple français que je trouve admirable malgré le matraquage, les mensonges permanents, systématiques, sur tous les sujets d'ailleurs. Sur les sujets économiques, quand ils voient bien qu'il y a de l'inflation, quand ils voient bien qu'ils ne peuvent plus payer leurs factures et qu'on leur dit « mais non, pas du tout, l'économie va très bien, il n'y a pas d'inflation, Bruno Le Maire nous l'a dit ». Donc un mensonge systématique où quand on voit un attentat et on va nous dire non, il a crié à la Akbar mais il était fou, c'est psychiatrique, le coup du « il était fou ». Enfin bref, des Français à qui on ment toute la journée. Une entreprise de mensonges systématiques. Je ne sais même pas si les journalistes qui s'y adonnent se rendent bien compte du fait qu'ils mentent à ce point, mais vous savez, ça me rappelle une phrase de Solzhenitsyn qui dit « La pire torture pour un peuple, c'est le mensonge ». C'est le fait de lui mentir systématiquement et qu'il en vienne à se demander « mais où est la vérité ?» On a un gouvernement qui nous ment, je vous ai cité Bruno Le Maire, on pourrait citer un Dupond-Moretti qui nous dit vous vous rappelez, la France n'est pas un coupe-gorge. Qui nous parle encore de sentiments d'insécurité. Comment on peut faire ça dans les années 2020 ? On ne peut plus parler de sentiments d'insécurité au niveau où on en est rendu. 200 attaques au couteau tous les jours, les exemples... Les révélations sur ce drame épouvantable, donc sur cette autoroute, ce péage-là, et ces révélations autour de Mohamed Amra, donc ça vous a, je suppose, aussi fortement indigné. Vous appelez à quoi? Une démission d'Éric Dupond-Moretti, Darmanin C'est même pas le sujet, c'est la même chose depuis... ça fait, si vous voulez, aujourd'hui, vous prenez le ministère de la Justice, ça fait 12 ans que ce ministère est tenu par la gauche. Donc, si vous voulez, c'est même pas la question de la démission de l'un ou l'autre. Non, moi je dirais que la solution, c'est qu'Éric Zemmour arrive au pouvoir, pas qu'Éric Dupond-Moretti. Alors justement, il sera candidat en 2027 ou pas? Moi, je l'espère, et on fera tout pour, et on est très très nombreux à le souhaiter, à y croire. Je pense que, je vous ai parlé du discours qu'on a porté en 2022, du fait qu'il était en train de s'imposer comme un discours non seulement acceptable, mais en réalité qui a été avant-gardiste. Et de plus en plus de gens nous arrêtent dans la rue en nous disant « mais vous avez raison, on a pensé en 2022 que vous étiez radicaux,
Mais aujourd'hui, on se rend compte à quel point vous aviez raison. C'est tous les jours. Là, on parle de Mohamed Amra. Mohamed Amra, on s'indigne. Alors on se dit, mais quelle histoire rocambolesque. Soudain, on tire à l'arme de guerre sur un fourgon pénitentiaire. Et on n'a même pas le temps d'analyser ce drame, que le lendemain, on a un gendarme qui est tué en Nouvelle-Calédonie, que le surlendemain, on a un Algérien sous OQTF qui tente de brûler une synagogue, que quelques jours plus tard, on a un Marocain qui, dans le métro de Lyon, sort son couteau et se met à poignarder des passants qui n'ont rien fait. Enfin, vous voyez, on n'a même plus le temps. Et qui est envoyé en hôpital psychiatrique, je crois. Voilà, le mensonge systématique. Et je vous dis, le mensonge systématique, c'est une torture. J'étais en train de vous répondre sur Trump en vous disant justement quelle est la ressemblance que je vois malgré toutes leurs différences. L'un est français, l'autre est américain. Forcément, ça induit des comportements très différents. En général, une manière de penser, pas forcément la même, etc. Mais ce que je vois de similaire, c'est le fait de se reposer sur le peuple en misant sur la lucidité des gens et en se disant peu importe que les médias soient pas avec moi, peu importe, parce que les Français, eux, vont comprendre. Et je vous disais tout à l'heure, j'admire leur lucidité face à ce mensonge systématique. Je vous prends l'exemple du grand remplacement, je vous ai dit, on a réussi à l'imposer dans l'espace médiatique en 2021-2022. Je me souviens qu'il y avait eu un sondage justement au moment où on commençait à en parler, et on demandait aux Français, est-ce que vous croyez au grand remplacement ? Sachant que c'est un terme dont on leur dit depuis des années que c'est une théorie complotiste d'extrême droite, qu'il y a autant d'immigrés en France aujourd'hui qu'il y en avait au Moyen-Âge, que rien n'a changé, que c'est la même proportion, etc. Et 67% des Français répondent oui, on croit au grand remplacement. Donc moi je dis, j'admire les Français. J'admire les Français pour leur lucidité, envers et contre tout. J'admire le fait qu'ils ne croient pas à ce qu'on leur raconte toute la journée. Je pense que c'est notre seul espoir, que cette lucidité française est notre seul espoir, que c'est grâce à ça qu'on arrivera à s'en sortir, y compris avec un univers médiatique hostile. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut pas miser dessus. Et avec un Jordan Bardella plus populaire que jamais. Vous lisez dans mes pensées. Ce que j'en pense, c'est que le Rassemblement national mise sur les médias pour y arriver. Ils misent sur les médias. Ils veulent être leur auxiliaire, ils sont dans une forme de validation du récit médiatique en permanence, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas position avant qu'il y ait eu un sondage. Ils ne prennent pas position avant de se dire est-ce que les médias vont approuver ou pas. Donc typiquement, l'IVG dans la Constitution, au début pas trop, mais ensuite ils voient bien que ça devient consensuel. Ah bah oui, vite on le signe et on fait la fête en disant que c'est un grand progrès. Aller à l'hommage à Manoukian, au Panthéon, au début, on ne sait pas trop parce que c'est quand même un communiste stalinien qui respectait les coups de sifflet de Staline. Mais finalement, la presse prend, ça marche bien, ça fait la une de Libé, ça fait la une du Monde. Il faut s'incruster parce qu'en plus ils s'incrustent, ils n'étaient pas forcément conviés. Il faut s'incruster à l'hommage à Manoukian. La loi immigration, au début, c'est Bardella qui dit sur un plateau, pour moi c'est une ligne rouge. La loi immigration, je la voterai pas parce qu'il y a la régularisation des clandestins, ce qui est resté notre ligne et nous, on n'a pas bougé. Mais les médias commencent à dire « Ah, c'est une loi un peu ferme, un peu dure » et là, bam, on s'en fiche de la ligne rouge, on vote la loi immigration. Donc il y a une forme de validation du récit médiatique permanente. Je pense que ce qui se dit, c'est « On veut plus être diabolisé, on veut se normaliser ». On veut absolument être accepté par la caste médiatique et je crois que ça les emmène à renoncer à beaucoup de choses et en fait à travestir bien souvent leur pensée de la veille. Majorité, est-ce que vous ne pensez pas, vous connaissez mieux la politique que beaucoup, est-ce qu'à un moment donné on ne doit pas lisser un discours malgré tout? Ce qu'on a reproché, pardon, de revenir à ça, c'était le sens de ma question tout à l'heure, quand je disais d'Éric Zemmour, que justement, est-ce qu'il ne paye pas non plus sa franchise, vous voyez? Mais en fait, si vous voulez me faire dire que pour y arriver en politique, c'est mentir, je vous répondrai non. Vous ne me ferez pas dire ça. Non, la politique, c'est pas mentir. Et sinon, la question qu'on se pose, c'est mais alors pourquoi faire? Pourquoi faire ça? Sincèrement. Pourquoi est-ce qu'un homme comme Éric Zemmour, qui gagnait c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il était même plus influent en étant chroniqueur Moi, je le crois sur pas. CNews. Et je vous ai donné, j'entends parfois cette thèse, mais je vous ai donné les exemples. Je pense qu'il a fait plus en 6 mois que certains en 50 ans et que lui-même en 10 ans. Alors forcément, c'est parce qu'il avait aussi cette image construite d'homme sincère, droit, visionnaire, etc., qu'il a réussi à imposer ces sujets. Mais il en a imposé énormément et très rapidement, justement, du fait de sa candidature. Donc ça, je ne suis pas forcément d'accord avec cette thèse. Mais ce que je vous disais, c'est qu'à la fin, on se dit, mais pourquoi faire? Tous ces gens qui finalement se disent, on veut le pouvoir juste pour le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté, on n'a plus le feu sacré alors. On n'a plus l'âme. Si on commence à se dire, il faut tout dire parce qu'il faut juste une majorité, mais tout est permis. Et ça s'appelle Jacques Chirac, et ça s'appelle Nicolas Sarkozy, et ça s'appelle François Hollande, et ça s'appelle tous ceux qui nous ont menés jusque-là. Donc vous me dites aujourd'hui, ça marche dans les sondages pour le RN. Bah, je vous dis peut-être, mais ça ne marchera pas pour la France. Et on a déjà donné. Et je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà donné. Ils ont déjà été beaucoup trop trahis. Et donc moi je dis aux gens qui nous écoutent, pourquoi faire confiance à des gens
qui trahissent avant même d'arriver au pouvoir. Avant, on trahissait quand on avait été élu. Sarko, d'abord, il nous dit « vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous promettre le Karcher ». Comme dit Eric, il nous a promis le Karcher, à la fin on a eu Kouchner, mais il attend au moins d'être élu avant de trahir. Là, on a des gens qui renoncent avant. C'est quand même, vous voyez ce que je veux dire, ça va quand même très très loin. Donc non, moi vous me ferez pas dire que c'est ça la bonne méthode. En tout cas, moi c'est pas comme ça que je vois la politique. Et sinon, j'ai mieux à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais ça parce que j'y crois, parce que je pense qu'on défend les meilleures convictions. Puisque vous engagez à votre tour, donc vous faites un peu comme Éric Zemmour, vous sortez de l'ombre. Justement, tout à l'heure, on arrive aux 5 dernières minutes de l'émission. Vous disiez tout à l'heure que vous reprochiez un peu les tickets, mais est-ce que les tickets, ça peut pas être des tickets gagnants de la même façon que Jordan Bardella, donc Marine Le Pen, finalement un ticket Éric Zemmour, Sarah Knafo en 2027, non, ça pourrait pas être... Moi, je mettrais... envisageable. Tout à mon service pour l'aider à y parvenir, bien sûr, mais non, ce ne sera pas un ticket, ça prendra pas cette forme. D'abord, pourquoi est-ce que je pense que ce duo en disant Bardella c'est Matignon, etc. est dommage? D'abord, il y a un peu un côté, on est déjà arrivé, et ça les gens aiment pas ça. Le côté, on est déjà élu d'avance, elle est chef d'État, je ne sais pas si vous avez lu, elle a dit Jordan forme ton gouvernement. C'est bon, il y a encore 3 ans, les Français n'ont pas décidé. Les Français, c'est un peuple qui est rebelle, qui n'aime pas qu'on lui dicte son vote. Donc le côté déjà élu, d'abord, je trouve ça déplaisant. Deuxième chose, je crois quand même que c'est dommage de nommer d'avance un Premier ministre, donc de faire ce ticket, alors même que elle n'est pas encore arrivée au second tour, il y a encore une élection. Pendant une élection, il y a des dynamiques qui se mettent en place. Est-ce que finalement... Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, parce que c'était même d'ailleurs Éric Zemmour qui m'avait dit un jour à antenne finalement qu'il y avait un vote caché qu'on ne voyait pas arriver, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter Mélenchon, de gens qui sont aussi de confession musulmane et qu'on pense très c'est pas un vote caché, hein. On le voit, c'est pas un vote caché. Vote caché parce que c'était peut-être des mineurs qui n'ont pas encore 18 ans et qui seraient peut-être tentés en 2027 de voter Jean-Luc Mélenchon. Pour vous dire rapidement... Vous croyez une possibilité de Jean-Luc Mélenchon au second tour? Oui, je crois que c'est tout à fait possible. Pour vous le dire rapidement, il y a 70% des musulmans qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en 2022. 70% alors que seulement 54% d'entre eux ont voté. Je pense que pour la prochaine élection présidentielle, quand il y aura Jean-Luc Mélenchon, ils seront beaucoup plus nombreux à se mobiliser, notamment parce qu'il leur a envoyé les signaux les plus clairs du monde avec Gaza, avec Rima Hassan sur sa liste aujourd'hui, avec son engagement en faveur de la Palestine. Il parle plus de la Palestine que de la France aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense qu'il va réussir à mobiliser encore davantage cet électorat. Oui, en effet, il y avait tous ces jeunes musulmans qui avaient entre 13 et 17 ans qui n'ont pas pu voter en 2022, qui voteront en 2027. Et je pense que ces jeunes-là vont grandir qui vont être politisés, malheureusement, par le discours de Jean-Luc Mélenchon, qui va leur apprendre que les Français sont des racistes, qui va leur apprendre qu'ils n'ont d'avenir que dans le communautarisme musulman. Et à la fin, je crois que malheureusement pour la France, il est probable qu'il y parvienne. Dernière question, Sarah Knafo, il y a beaucoup justement de gens qui nous regardent et qui sont d'ailleurs tentés de voter pour Reconquête, qui sont aussi tentés de voter pour le Rassemblement national. Est-ce qu'à un moment donné, une réconciliation peut être envisageable? Parce qu'on sent qu'il y a quand même une vive tension toujours entre ces deux mouvements. Est-ce qu'un jour, vous pourriez envisager, d'ailleurs si vous êtes élu au Parlement européen, de travailler avec des élus du Rassemblement national et vice-versa? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi, je pense que c'est pas tant sur ce plan. Moi, par exemple, je suis disputée avec personne. Il y a une fracture sur la ligne économique aussi, parce que vous êtes beaucoup plus libéral. Voilà, exactement. Il y a des fractures de fond. Nous, on reniera jamais nos idées. Voilà, première chose, on sera jamais une succursale. On sera jamais un supplétif. Qu'on facilite la réconciliation une fois les élections passées. Si vous voulez, c'est pas une question de dispute ou de réconciliation. Il y a des gens au RN que j'aime beaucoup. Je suis disputée avec personne. Je vais pas les citer. Je vais pas les citer parce que ça pourrait les mettre en porte-à-faux. Voilà, chez nous, vous savez, on est partisans de l'union des droites, donc vous en avez récupéré pas mal. On accepte totalement les amitiés entre plusieurs partis, mais tous n'ont pas notre tolérance. Certains sont un peu plus sectaires. Mais vous craignez pas une fuite, une hémorragie, parce que c'est ça qui se bruisse un peu dans les couloirs en ce moment. Vous savez ce que c'est, les médias. Beaucoup de gens qui laissent penser que peut-être des gens qui sont avec vous aujourd'hui pourraient peut-être vous abandonner si demain... Moi, j'y crois pas. Je pense que les gens qui sont chez Reconquête... Vous voyez à quelle illusion Non, dites-moi. Non. Dites-moi. Non, de gens qui sont aujourd'hui très proches de vous et qui pourraient peut-être rejoindre le RN si demain... Allez au bout de Non, mais je sais pas. Je dis, non, c'est plutôt de vous que j'attendais des réponses. Alors, moi, je vous réponds en règle générale. Je crois que les gens qui sont chez Reconquête ont prouvé, par leur engagement à nos côtés, que c'était des gens qui défendaient d'abord leurs convictions. Loyaux et fidèles. Je l'espère, absolument. Je l'espère. Qui se ressemblent s'assemblent, non?
Ce sera peut-être le mot de la fin. Bon, Merci. en tout cas, merci beaucoup Sarah Knafo d'avoir accordé aux Incorrectibles l'une des interventions les plus longues que vous avez accordées jusqu'à maintenant. Donc en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain. Ce sera justement le fameux dimanche des élections européennes. On vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bye bye. Merci beaucoup.